Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse un petit peu out of the box qui va être super intéressante puisque voilà, basée sur une analyse un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est des analyses que j'aime bien faire également. On va également parler, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de sujet aujourd'hui, puisqu'on est dimanche, de diverses choses, notamment la monnaie supply mondiale qui est finalement en train d'augmenter en raison de l'impression monétaire du côté de la Chine et du côté de l'Europe. Et puis on va également parler de 2-3 petites autres choses, notamment la dette américaine, encore une fois, et cette idée éventuelle que plus personne n'en veut d'une certaine manière, à part l'Europe, et que donc du coup ça peut nous amener vers des choses qui sont potentiellement dangereuses. On fera un parallèle avec la crise financière de 2008, les subprimes qui avaient, on le rappelle, principalement touché l'Europe quand même. On passe en partage d'écran et on commence par cette analyse un peu spécifique. Il s'agit d'éventails de Gann. J'ai fait un tuto sur les éventails de Gann, vous pouvez le trouver sur la chaîne, comment les placer, comment réfléchir à ces points de fuite, etc. 3 manières différentes de les placer. Ici, j'ai utilisé un petit peu ma manière, qui est une manière empirique de placer les éventails de Gann. En gros, comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, vous avez ici la tendance de la baisse, qui est ici, donc du plus haut au plus bas tout simplement, hein, des 69 au 15 000. Là-dessus, je place ma 1 pour 4 sur l'éventail de Gann, vous voyez que là, ici c'est la 1 pour 1 qui est ici, et ensuite je reprends une boîte de Gann pour replacer de manière empirique également ma 1 pour 4 exactement avec la même pente que ce qu'on avait eu sur la descente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici on a eu une descente et je replace la 1 pour 4 exactement au même endroit dans l'autre sens. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que finalement la force de la montée ici a été exactement la même que la force de la descente. Vous voyez les 1 pour 4 ici et vous voyez la 1 pour 4 ici, mais on n'a jamais réussi à passer au-dessus de celle-ci. Là où c'est intéressant également, c'est que la 1 pour 2 qui est ici a servi réellement de support, d'accord ? Support qui a été perdu juste là. Donc à ce stade, ce qu'on peut imaginer, alors globalement dans cette manière de voir les choses, on est toujours en territoire bullish, c'est-à-dire qu'on est toujours plus ou moins en territoire haussier tant qu'on est bien évidemment au-dessus de la 1 pour 1. La 1 pour 1, c'est celle-ci là, sur la montée. Donc ce qu'on peut peut-être penser, c'est qu'on va passer désormais de la 1 pour 2 à un retour sur la 1 pour 1, d'accord ? Ici, ça nous dirait en gros 21,4, potentiellement un petit peu plus si ça traîne dans le temps, hein, bien évidemment. Imaginons qu'on latéralise ici jusque-là, on pourrait rester sur le niveau actuel. Mais en tout cas, ça donne ici peut-être une petite idée de si jamais on passait sous la 1 pour 1 ici, eh bien tout simplement on rentrerait réellement en territoire bearish, c'est-à-dire qu'on rentrerait réellement en correction. Et le fait qu'on a eu la même pente que précédemment, je trouve ça extrêmement intéressant. On n'est pas à l'abri d'un retest ici de la 1 pour 2 avant éventuellement de redump ici à cet endroit-là. Tout ça est bien évidemment relativement, ça fait appel à de la créativité, à de l'empirisme, etc. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser les boîtes de Gann, les éventails de Gann, etc. pour éventuellement se placer un petit peu et comprendre quelles sont les pentes des mouvements et les points de fuite possibles. Vous voyez ici que en plaçant la 1 pour 4 comme on l'avait fait, et on a aussi la 1 pour celle-ci là qui avait joué, donc la 1 pour 3. Et en l'occurrence, on avait déjà fait une grosse analyse, je crois que c'était sur les éventails de Gann, sur le bull run dans sa globalité, on va dire, c'est-à-dire tout simplement de ce point-là ici jusqu'à ce point-là. Et en l'occurrence, on avait vu qu'on rebondit effectivement sur des points intéressants sur le territoire des éventails de Gann. Théoriquement, c'est quelque chose, en tout cas moi que je trouve intéressant. Le fait qu'on commence ici le bull run, qu'on vienne retester une première fois la 1 pour 1 et qu'on accélère pour venir chercher la 1 pour 4 très légèrement au-dessus, quasiment la 1 pour 8, et que finalement on se ravise, on revienne rebondir sur la 1 pour 2. Ici on n'arrive pas à passer la 1 pour 4, donc on n'arrive pas à forcer une pente qui soit plus forte que la descente qu'on a eue là.
Ici, retest à nouveau de la 1 pour 2. Ici, retest de la 1 pour 3. Et finalement, là, on revient passer en dessous de la 1 pour 2. Ce qui nous emmènerait potentiellement à terme vers la 1 pour 1 à nouveau. Et un retest de est-ce qu'on est ou pas en territoire bullish. Ça correspond un petit peu au trend que je vous montre assez souvent. Mais vous savez que j'adore les trends, moi. Donc, étant donné que je trouvais que cette analyse-là était intéressante. Donc, encore une fois, dans le rétro ici, et ben finalement on mettrait quelque part la 1 pour 2 sur laquelle on pourrait revenir plus tard et même éventuellement revenir tester les 1 pour 3, etc. Mais c'est extrêmement intéressant de regarder tout ça. Voilà pour cette analyse. On va désormais sur le daily. Alors sur le daily, on va se mettre sur les perps. Oui, c'est bien. On va zoomer un petit peu. Bon, rien de nouveau. Hein. Globalement, on est le week-end, donc il n'y a rien qui a bougé par rapport à hier. On va passer rapidement là-dessus. Franchement, on est à plat. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Support des 25 qui tient. Résistance plus ou moins autour des 26,2 qui pour le moment ne casse pas. Donc voilà, rien de nouveau là-dessus. On ira voir la toute petite time frame un petit peu plus tard, mais pas forcément ici besoin de s'éterniser sur la question. Même chose sur Ethereum. Est-ce que la structure est bullish ou bearish? Sincèrement, on passera bullish au-dessus des 1693 et on passera légèrement bearish en dessous des 1633. Vous voyez ici que pour l'instant, toute proportion gardée, on est juste tout simplement dans un range. Je pense que ça va bouger d'ici ce soir, 23h, puisque c'est le moment où en général, après le week-end, la volatilité se réveille. Le total 3, même chose, on est dans une structure qui semble pour le coup plutôt bearish. Vous le voyez ici, on a quand même ce W qui potentiellement a cassé. On est potentiellement dans une structure haussière, mais la structure n'a aucune impulsivité. Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'est pas sur quelque chose, on est sur quelque chose qui, il le semble, viendrait nettoyer ses shorts à chaque fois, etc. Donc plutôt sur un potentiel bear flag. À ce stade, tant qu'il n'y a pas d'impulsivité et qu'on n'éclate pas ici la trend de distribution qui est celle-là, j'ai envie de dire qu'on n'est pas nécessairement dans des très bons territoires sur le total 3, à savoir donc toutes les altcoins, or BTC et Ethereum. Stablecoin dominance, un petit peu la même chose, on va dire. Pour le moment, ça nettoie du long, mais c'est plutôt une structure qui semble bullish à ce stade. Ce qu'on veut, c'est construire un vrai double top et se faire rejeter violemment ici. Donc on veut quelque chose d'impulsif vers le haut, sinon on aura quelque chose d'impulsif vers le bas. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Même quand on regarde Bitcoin, en fait, ce qu'on veut, c'est réellement une poussée ici, hein, une sorte de Bart Simpson, comme on pourrait avoir, pour revenir à minima vers ce point-là, pour commencer à se dire, ok, bon, on a nettoyé de la liquidité ici, désormais on va nettoyer la liquidité qui est en haut. Personnellement, ce que je vois ici, c'est un essoufflement des vendeurs, on le voit sur le momentum, si vous voulez, je vais aller regarder, mais on a vraiment sur le momentum un essoufflement un petit peu des vendeurs, mais on n'a pas d'acheteurs en face, voilà, c'est ça que je vois, donc c'est globalement pas mal le calme plat en ce moment sur la crypto. Souvent, le calme signifie que derrière on a la tempête. En tout cas, voilà, on va regarder le momentum vite fait. Eh bien, le momentum, ici, on a eu un plus bas sur le RSI qui a été un plus bas historique, quasiment. C'est-à-dire que là, tout de suite, à 26 000 $, on est sur des plus bas historiques de RSI. Vous le voyez ici. Quand on avait plombé sur... ça, c'était le plombage de, je pense, Luna. Quand on avait plombé sur FTX, on n'était même pas à ce point-là. Et quand on avait plombé ici, je me rappelle plus, c'était au début. Je me rappelle plus quelles étaient les news. Mais globalement, je pense que c'était la hausse des taux, les annonces de hausse des taux, etc. de la Fed. Eh bien, on était sur ces plus bas également. Donc, à chaque fois, ça nous a proposé un rebond, cette histoire, quand même. On va voir ici si c'est le cas également. Hein. Il n'y a pas de certitude, mais on est plutôt sur des points où on est littéralement en survente. Donc ça, c'est intéressant à regarder en daily. Le stochastique en daily... Donc le RSI stochastique, vous le savez, c'est un RSI normal, mais qui va réagir plus vite que le reste. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un croisement bearish. Donc le stochastique avait bien repris ici et on a un potentiel croisement bearish. Il faut que ça recroise très rapidement, sinon, bon, ça c'est un croisement de week-end. Pour le moment, j'y mettrai pas nécessairement, vous le voyez comme on a des petits croisements ici qui arrivent et qui finalement ne se mettent pas réellement dans la chart, enfin dans les prix. Donc est-ce que c'est un faux signal ou pas? C'est une bonne question. Sur le Cypher, point d'achat ici le 21 août, une VWAP qui d'abord s'écarte du zéro, puis ensuite s'en rapproche, un money flow qui est plus ou moins à la baisse pour le moment. Ce qu'on veut, c'est que le money flow remonte, que cette vague d'achat continue ici, enfin la fin de cette vague de vente plutôt. On n'a pas de divergence haussière ici sur le daily en ce qui concerne le market Cypher. Ce qui est intéressant à regarder éventuellement, c'est qu'on a une... alors c'est plutôt sur le spot pour le coup.
puisque sur le spot, on n'a pas fait un plus bas ici, on a une divergence haussière cachée sur le RSI en daily. Vous le voyez ici, le prix fait un plus haut, mais le RSI fait un plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mouvement-là avait été moins fort que celui-ci en termes en termes de momentum. Et ce que ça veut dire également, c'est que d'une certaine manière, malgré plus de force, le prix a mieux réagi en fait. Le cachet, c'est ça, la divergence haussière cachée. Si on avait eu le mouvement inverse, là vous avez un mégaphone, donc ça fait comme ça, et c'est sous le prix. Vous cherchez les divergences haussières sous le prix, vous cherchez les divergences baissières au-dessus du prix et au-dessus du RSI, toujours au-dessus, au-dessus, au-dessous, au-dessous. Ça, c'est une forme de mégaphone. Donc ça fonctionne en général mieux sur les divergences baissières. Si jamais une divergence baissière a une forme de mégaphone, c'est une divergence. Si jamais une divergence haussière a une forme de mégaphone, c'est une divergence haussière cachée. À l'inverse, si jamais ça c'est une vraie divergence baissière. Et si une haussière, donc au-dessus du prix, au-dessus du RSI, a cette forme-là, à ce moment-là, vous aurez une divergence baissière cachée. Donc je trouve que c'est suffisamment intéressant de regarder le momentum, et encore une fois pour moi j'irai pas en dessous du 4 heures sur des momentum. Ce que je peux voir éventuellement ici sur le momentum, c'est pour le coup une haussière ici, et là je parle du Cypher. Ça veut dire que ce mouvement-là, en termes de momentum également, nous a donné, en tout cas ici vous le voyez sur le Cypher, pas forcément sur le prix, mais sur le Cypher, eh bien ce mouvement-là était beaucoup plus puissant que celui-là en termes de momentum MACD, d'accord? Donc ça c'est intéressant aussi, ça veut dire que peut-être on va vers une latéralisation, ou en tout cas pas vers une prochaine baisse. Et encore une fois, vous comprenez que je pratique ici le conditionnel. La deuxième chose également qu'on peut voir, c'est en horaire, le stochastique est déjà en train de plafonner sur les 100. Donc ça pourrait peut-être nous dire, attention, on risque de corriger. Si jamais le stochastique n'accepte pas de plafonner en haut, comme ça avait été le cas par exemple ici, on pourrait se diriger vers un croisement bearish et une baisse. On voit également que le stochastique en 1 heure, il fait des oscillations très fortes, malgré des très faibles oscillations de prix. Ça sous-entend qu'effectivement, on a assez peu de volume en ce moment. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ça. C'est-à-dire accumulation de divergences haussières sur ces points-là, et donc ça c'est intéressant également en horaire de le noter. Maintenant, encore une fois, l'horaire n'est pas une extrêmement bonne time frame pour essayer tout simplement de voir quelles peuvent être les directions, ou en tout cas voilà, c'est pas une bonne time frame. Moi j'utilise beaucoup le momentum sur des time frames à minima sur le 4 heures, donc voilà. Donc voilà pour la partie technique. On va maintenant parler et on reviendra sur la partie technique à la fin, une fois qu'on aura fait la liquidité. Restez bien donc du coup jusqu'à la fin de la vidéo. J'en profite pour vous dire éventuellement de venir nous rejoindre sur le Discord. Tous les jours je fais une vidéo privée sur le Discord dans laquelle je rentre plus dans les détails, dans laquelle je donne des tips au niveau de tout ce qui est vraiment trade management, risk management, ce genre de choses, éventuellement des stratégies, mais principalement l'idée ici c'est tout simplement d'apprendre à ne pas prendre trop de risques et d'apprendre à se dérisquer rapidement. Donc ça peut-être vous intéresser. Maintenant sur le Wall Street Journal, j'ai pas grand chose non plus. Bon, ça on a déjà parlé de cette proposition de taxe de l'IRS en faveur de l'IRS sur les États-Unis. La génération Z ici qui préfère le XRP au Bitcoin en Corée du Sud. Ici pas grand chose non plus. PEP apparemment avec une sorte de vol sur le wallet multisig des développeurs. Apparemment quelqu'un a changé les règles, il a développé le fait que 2 personnes avaient besoin de donner leur signature au lieu de 6, et que donc du coup il a réussi à voler une quinzaine de millions. Faites attention au meme coin, je le dirai pas assez, mais voilà, faites attention au meme coin. Ici l'US dollar dominance qui augmente, ce qui est montré par les data Swift. Bien évidemment le système Swift est utilisé en majeure partie tout simplement ça signifie plutôt entre guillemets une baisse de force de l'euro et d'autres monnaies, et c'est relativement normal. La Russie ne fait plus partie du SWIFT, la Chine l'utilise relativement peu, donc c'est relativement normal, ça n'a rien, c'est un faux titre entre guillemets pour moi. Ici
la dominance de la Chine sur les terres rares. Les terres rares, c'est tout ce qui va être uranium, etc. Toutes ces choses-là fait que les supply chains américaines sont vulnérables. Bah oui, c'est relativement normal de le comprendre aussi. Les États-Unis sont en train de peut-être perdre la partie. On va voir si au niveau militaire, etc., ils recommencent à avoir de l'influence sur tous ces pays dans lesquels il y a des terres rares, mais c'est plutôt la Chine en ce moment qui, bien sûr, a le vent en poupe dans ces pays-là. On le sait très bien. La semaine prochaine, calendrier économique, on l'a déjà vu hier, et là, on le voit, 4 raisons d'acheter des stocks qui ont perdu de la valeur en août. On va voir. Septembre n'est pas un très bon mois en général sur les marchés, notamment le marché crypto. Maintenant, on va voir si ce mois de septembre va confirmer ou pas la tendance. On va faire, je pense, la partie liquidité maintenant, et puis ensuite on ira voir ce petit sujet que je vous ai préparé au sujet de la dette et le fait que la dette américaine présente un attrait au niveau des taux, mais qu'elle n'est plus très attractive au niveau des autres pays. Alors intéressant de voir ici que ce week-end, eh ben, c'est SUI. C'est plutôt des altcoins en fait qui ont présenté des liquidations. Le prix d'Ethereum et de Bitcoin a plutôt été à plat. Donc voilà, on est vraiment sur un week-end extrêmement calme. La volatilité a été complètement écrasée suite à cette grosse vague de vente. Le marché fait un petit peu le point. C'est ce qu'on avait expliqué également dans la vidéo d'hier. Carnet d'ordre, on est toujours vide entre 26,5 et 27,5. Donc rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là. En ce qui concerne les marché en levier, vous voyez qu'on a pris ce point là, on avait fait la vidéo par ici, globalement on s'est plutôt construit sur du long ici, bon ça a été nettoyé, on a eu du short ici, donc ça on va le rajouter, notamment là, mais c'est pas énorme, vous le voyez, parce que là le prix baisse, donc c'est normal qu'on liquide du short sur ce point là, très légèrement longué également ici, et très légèrement shorté ici. Donc on va garder ce point là en 1 pixel, et on va garder ici ce point là, le plus bas qui est ici en 1 pixel pour du short, mais rien de bien nouveau. J'aimerais bien ici pouvoir sauver. Merci Coinalyze, en plus maintenant Coinalyze est payant, donc ça fout quand même un peu les glandes, voilà, super. Donc on va faire ça, 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 et on avait dit que je pense que c'était par là. Ah bah tiens, il s'était pas bien mis, oui, donc on avait quelque chose par ici, et on avait quelque chose potentiellement par là, et c'est du 1 pixel. J'aurais pu décaler celui-là d'ailleurs. Hop, donc ça c'est good, rien, il s'est rien passé en fait, hein, donc du coup on va pas non plus passer des heures là-dessus, il n'y a pas grand chose, le prix est à plat sur Ethereum et Bitcoin, vous l'avez vu, les liquidations sont même plus importantes sur les autres marchés et on a liquidé vraiment pas grand chose. Sur Ethereum c'est super propre par rapport à ce qu'on s'était donné hier, vous le voyez, on a pris la borne basse, la borne haute de ce qui était en tout cas en cours. On avait fait la vidéo par ici, là on a du long, du short, mais vous voyez que ça suit pas mal le prix, le funding j'entends. Ici, on a également du long. Là, on est probablement relativement longué jusque là, puisque j'ai une descente du prix et une hausse du funding malgré ça. Ensuite, le prix augmente, donc le funding devrait augmenter également. Donc finalement, on décale à peu près les mêmes niveaux, avec une anomalie de funding, là, vous le comprenez. C'est-à-dire que là, cette augmentation du prix devrait faire augmenter le funding. Ça n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a du short qui est rentré. Et voilà, encore une fois, pas grand-chose à dire de ce côté-là. Il ne s'est absolument pas passé grand-chose. Les liquidités, eh ben, je pense qu'on va avoir la même analyse finalement que hier, avec les mêmes boîtes, etc. Là où ça m'intéresse, moi, un petit peu, c'est sur cette petite raquette de liquidation qui correspond au discours de Powell. On a assez peu de longs qui sont rentrés en dessous, et on a plutôt du short qui est rentré au-dessus. Donc ça signifierait à très court terme, peut-être un pump déjà au 26,2. Et si on arrive à pousser plus haut, boîte de liquidité jusqu'au 26,4. Sur les 5 derniers jours, on peut identifier également une boîte de liquidité plus haut, autour des 26,9. Et en bas, si on devrait vraiment tout nettoyer ce qu'il s'est passé jusque-là, on irait au 25 400. Équilibrium total au niveau du cumulatif delta, c'est-à-dire que entre ce que les shorters ont shorté et les longueurs ont longué sur les 5 derniers jours, on est à l'équilibrium. Même chose sur...
Même chose sur, je vais y arriver, sur Ethereum. En l'occurrence ici, on voit peut-être un petit peu moins de short que ce qu'on a eu sur BTC, mais très très peu de long ici sur cette zone-là. Donc le sentiment n'est pas du tout longueur en ce moment. Ce qu'on peut voir également, c'est 1622 en poche de liquidité, peut-être potentiellement 1614. Et vers le haut, par contre, là pour le coup sur Ethereum, on a cette grosse position-là qui n'a pas été touchée. Après, on a 1678 et potentiellement une petite poche de liquidité à venir chercher au-dessus des 1703. Ça, c'est pour les 5 derniers jours. On va regarder maintenant le sentiment sur les 12 dernières heures. Alors en général le week-end on est plutôt longué et là vous voyez que c'est également le cas. On voit que c'est plutôt du retail qui est en train de longuer, donc on n'est pas à l'abri d'un petit drop en fin de week-end histoire de sortir les retails qui ont longué ce week-end. Ce petit drop, je le verrais bien moi dans la zone des 26,4 à 25,4 à 25,6. Cette nouvelle poche de liquidité ici qui a été créée et potentiellement aller faire un tour sous les 25. Donc si vous avez une position ouverte ici, soit vous la fermez à ce stade si vous êtes rentré par exemple en profit, etc. C'est un choix. Personnellement, j'irai pas sur ce choix-là, j'irai plutôt vers le fait de défendre ma position. Ma position, elle a déjà été dérisquée, donc ça veut dire que je peux même me permettre un drop en dessous des 25,2 qui est mon prix de liquidation actuel, ou alors défendre ma position sur 25,2 grâce au cash que j'ai dérisqué. Je pense que c'est ce que je vais faire et essayer d'avoir un prix de liquidation un petit peu plus bas, c'est-à-dire quelque part autour de 24,8, voilà, quelque chose comme ça, pour vraiment aller chercher ce mouvement au 27,2 et au 29 dans lequel je crois pas mal. Maintenant, il faudra redérisquer cette position sur la hauteur. Donc du coup, bien évidemment, rester vigilant, afficher de la disponibilité devant les écrans et ne jamais baisser sa garde, puisque vous vous le rappelez. J'ai fait beaucoup d'analogies entre la boxe et le trading, ne jamais baisser sa garde et toujours essayer d'avoir un coup au foie, un coup au visage, cette idée qu'on peut jouer en bas, on peut jouer en haut, mais qu'il faut laisser uniquement des runners aller chercher la position finale. C'est ce qui nous avait bien edgé sur le dernier drop. On avait laissé des shorts aller chercher des profits plus bas et finalement ça nous a permis de couvrir les liquidations qu'on a eues quand on a été vers le bas. Plutôt longué sur Ethereum également sur les 12 dernières heures, on va voir la 7 jours. Et la 7 jours nous dit jolie poche de liquidité sur Ether en dessous des 1600 et on voit cette valeur à prendre ici autour des 1720 qui est en train de prendre de la valeur. Donc est-ce qu'on va d'abord en bas, est-ce qu'on va ensuite en haut, est-ce qu'on va en bas jusque vraiment aux 1580, c'est-à-dire ça nous donnerait globalement une sorte de double bottom par rapport à tout ce qui s'est fait précédemment, enfin double bottom, oui c'est ça, oui. Bonne question, très bonne question. On va voir ici, encore une fois, est-ce qu'on fait ce drop ce soir, ce fameux drop pour venir prendre les retails, c'est-à-dire tous ceux qui ont longué pendant le week-end, les sortir ou pas. C'est un petit peu la question du moment. Finalement, quand on revient sur le prix, et je ferai peut-être la conclusion tout à l'heure, on va plutôt ici aller voir le sujet du jour. Déjà quelques news Twitter que j'ai oublié de vous présenter précédemment. Vous pouvez venir également vous inscrire sur le Twitter de Crypto Signal. Je retweet pas mal de choses et également, bien évidemment, je propose des analyses également. Ici, il faut comprendre que en Inde, il y a une sorte de virage qui est en train de se faire de la part de Modi. On avait une première ministre indienne qui était totalement anti-crypto, on avait un ministre des Finances indien qui était totalement anti-crypto. Il faut comprendre que l'Inde est partie pour peser énormément dans la géopolitique mondiale, puisque c'est une fabuleuse croissance démographique et à la fois il y a un potentiel de croissance en Inde qui est relativement incroyable. L'Inde sera potentiellement la première puissance mondiale une fois que la Chine aura visiblement pris cette place. En tout cas, moi, c'est mon scénario. Ça dépendra bien évidemment de comment se place déjà la confrontation Inde-Chine, parce que même s'ils sont tous les deux dans les BRICS, il faut comprendre qu'à un moment donné, ça va peut-être se friter. Je parle ici dans une cinquantaine d'années, bien évidemment, mais l'Inde a une très belle démographie, et si vous regardez, je sais plus si j'en avais parlé sur la chaîne, mais si vous regardez, le premier ministre anglais est indien, je crois que le président il me semble que c'est Microsoft, est indien également. Vous commencez à avoir vraiment des élites ici qui sont à la tête de très grosses institutions et qui sont indiens. Maintenant, oui, donc l'Inde est en train d'opérer un virage totalement anti-crypto par le passé et désormais potentiellement en train de devenir finalement
plutôt, en tout cas, de demander au G20 de faire une régulation crypto qui soit mondiale. Modi se place ici notamment sur les règles de l'aviation, qui sont effectivement relativement mondiales, qui ont réussi à s'imposer de manière mondiale pour dire, regardez, il nous faut un travail finalement qui nous permette au niveau mondial d'avoir une forme de régulation crypto. Donc très intéressant que Modi commence à s'intéresser à ça, et très intéressant que ça soit dans les tuyaux comme ceci. Ici, ça nous dit que malgré le fait que Bitcoin soit à 25 000 $, on n'a aucune cohorte qui n'accumule. Vous voyez que dans le rouge, on est dans la distribution. Alors, c'est pas réellement une vérité. On est plutôt dans le orange actuellement. Là où on avait une forte distribution ici, on n'est pas dans une accumulation, effectivement, mais on est dans une diminution plutôt dans le côté orange des choses ici. Donc on est plutôt quasiment dans le neutre. Vous voyez ici, globalement, les 1 à 10 bitcoins les 1 à 100 bitcoins, on va dire, sont quasiment dans le neutre. Et voilà, on va voir comment ça évolue dans le temps. Parfois, quand vous avez une latéralisation, on revient sur une forme d'accumulation. Je pourrais vous montrer le Accumulation Trend Score, qui était énormément ici à l'accumulation. Je pense que c'était par là. Oui, c'est ça, ouais, quand on avait du gros bleu ici. Là, on a eu une forte période d'accumulation sur le Trend Score. Et là, en ce moment, on a eu du total distribution, et on est en train de repasser petit à petit dans le orange. Donc est-ce que c'est décourageant? Est-ce que c'est encourageant? On va voir ça bien évidemment avec la suite. Ici, très intéressant également, le Money Supply en dollars qui finalement, et là on a pris le money supply mondial, c'est-à-dire que on est sur le M2, mais le global M2. On regarde beaucoup, nous, le M2 américain, et parfois c'est bien, de revenir regarder la somme de toutes les entités. Et en ce moment, en fait, ce qu'on peut voir, c'est étant donné que la Chine est en train d'essayer de relancer assez fortement, la Chine imprime plutôt pas mal en ce moment, ce qu'il est en train de se passer, c'est que on a un M2 mondial qui est finalement à l'augmentation. On le voit également avec la zone européenne qui fait partie un petit peu de cette augmentation, la Chine principalement, et finalement les États-Unis qui ne sont pas du tout à l'impression en ce moment, encore que ça avait été le cas tout simplement pendant tout ce qui était Silicon Valley Bank, etc. Donc on voit quand même une proportion partielle de l'impression qui est américaine, et le Japon qui de toute façon imprime comme des cochons, et ça vous le voyez depuis donc le Japon en orange imprime comme des cochons depuis un certain temps, le seul moment étant où ils n'ont pas imprimé tout simplement les derniers temps. Donc n'hésitez pas à venir sur le Twitter éventuellement nous suivre. Ça intéressant aussi, BlackRock qui a investi assez massivement. Alors là en l'occurrence Core Scientific n'est pas coté en bourse, donc du coup on n'a pas cette proportion là, mais il faut comprendre que BlackRock est le deuxième shareholder de Riot Blockchain, qui est un des plus gros mineurs au monde également, le deuxième shareholder également de Marathon Digitals, et qu'il possède également du TeraWulf. Il faut comprendre également que BlackRock possède 9% de MicroStrategy, qui est un des plus gros holders de Bitcoin au monde. Donc je pense ici sincèrement que pour ceux qui croient que BlackRock va acheter du Bitcoin directement, je pense que vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude en passant par la clavicule et peut-être par d'autres endroits où ça peut être un peu plus douloureux. Pourquoi ? Parce que BlackRock a besoin de le faire d'une manière institutionnelle. Donc ils vont plutôt prendre des vecteurs, on va dire, qui sont des vecteurs justement comme cela, c'est-à-dire 9% de MicroStrategy, etc. Le faire tout simplement en accumulant de l'action qui est liée au domaine Bitcoin. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans les chiffres, que en achetant du Bitcoin directement. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Je pense que BlackRock a aussi un petit peu de ARK Invest et de toutes ces choses-là. Je ne suis pas tout à fait sûr de ça, mais il faudrait vérifier ce qui se passe tout simplement sur leur holdings, voilà. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'ils ont également des grosses positions sur des mineurs. Et Core Scientific, au moment où ils avaient failli faire faillite, BlackRock avait fait un bail-out. Ils avaient donné un très gros crédit et du coup, ils ont récupéré également des parts en propre de Core Scientific, qui est un des plus gros mineurs au monde également. Ensuite, alors on va parler de la crise financière de 2008. Pourquoi je fais un point sur la crise financière de 2008 ? Parce que finalement, c'est l'Europe qui a été en grande partie extrêmement touchée par cette crise, ou en tout cas qui ne s'est jamais relevée comme elle aurait dû de cette crise-là. C'est-à-dire qu'on a payé la crise financière des subprimes. À l'époque, c'était notamment BNP Paribas qui avait lancé la crise, et finalement, la crise des subprimes a plus été une crise européenne. En réalité, vous le voyez à l'époque, vous vous rappelez de l'Irlande, où les gens faisaient la queue pour retirer leurs avoirs. Vous vous rappelez également de l'Espagne. Vous vous rappelez également du Royaume-Uni, où on avait eu des très gros problèmes. Vous pouvez peut-être vous rappeler de l'épisode de la Grèce, le Portugal qui a complètement sombré. C'était une époque où finalement l'euro et l'Europe a failli se disloquer littéralement. À l'époque, Jean-Claude Trichet, qui était le responsable de la BCE,
a été un petit peu hésitant parce que en fait la Grèce avait falsifié ses comptes, etc. Donc à sauver la Grèce tout de suite. Finalement ça s'est fait. À l'époque, on avait laissé les pays un petit peu faire. On leur avait redonné une liberté, on va dire, de déficit pour rester dans la zone euro. Notamment Sarkozy qui avait imprimé comme un cochon également. Hein. Je pense que c'est un moment où on a doublé la dette en France. À cette époque-là, bon après c'était peut-être un moment où il fallait imprimer comme un cochon, voilà, pour que le pays ne sombre pas, tout simplement. Je ne sais pas là-dessus, j'ai pas vraiment d'idée. Le problème ici, c'est que encore une fois, on est sur des choses qui sont globales. Mais à cette époque-là, finalement, le truc dont personne ne voulait, les trucs qui étaient un petit peu toxiques, c'était ces ETF américains sur l'immobilier. Et malheureusement, l'Europe en avait acheté beaucoup, notamment BNP Paribas, qui avait proposé ces supports parce qu'ils étaient super intéressants en termes de rendement à cette époque-là. Vous avez peut-être vu The Big Short, etc. Vous avez peut-être lu des choses sur Michael Burry, le fait que finalement ces dettes-là étaient toxiques, que c'était des Américains qui ne pouvaient pas payer leur crédit, et à la première hausse de taux, ces Américains se sont retrouvés à ne pas pouvoir payer leur crédit, donc du coup, bien évidemment, ces banques se sont retrouvées avec, le marché de l'immobilier a droppé, et donc du coup, bien évidemment, ça n'était plus possible à ce moment-là. Je vous le dis tout de suite, on n'est pas du tout dans cette situation-là, enfin en tout cas moi je le vois pas du tout comme ça, au sens où oui, le marché de l'immobilier a un petit peu droppé aux États-Unis, etc. Mais on a une démographie qui fait que en ce moment, finalement, même si le marché de l'immobilier drop, ça va effectivement ralentir, mais d'une certaine manière, je vois pas le marché complètement cracher en termes d'immobilier, en tout cas. Par contre, le problème qu'on a eu à cette époque-là, c'est que effectivement, tout le monde a imprimé énormément et a un petit peu décalé cette crise qui finalement aurait dû arriver. Une hyper-financialisation, une sphère monétaire qui n'est pas en contact avec une sphère économique. Et on a augmenter ce dilemme. C'est-à-dire que théoriquement, on aurait dû ici revenir. Une crise, qu'est-ce que ça fait finalement ? Une crise, ça rejoint la sphère financière et la sphère économique. Vous avez, comme le dit souvent Warren Buffett, tous ceux, quand la mer est baisse, c'est là qu'on voit tous ceux qui se baignaient à poil. Et l'idée ici, dans une crise, c'est tout simplement de faire se rejoindre une sphère monétaire qui est en bulle, une sphère financière qui est en bulle, sphère monétaire, sphère financière, on va les mettre un petit peu dans le même jarron, et une sphère économique qui a pas les rendements qu'elle devrait avoir, tout simplement. Et donc du coup, là, vous revenez à des prix très bas sur les actions, par exemple, et vous pouvez vous dire, bon, qu'est-ce qui produit réellement de la valeur ? Je me rebase sur vraiment ce qui produit de la valeur, et je vais l'acheter parce que finalement, c'est cheap, ok ? De quoi je voulais parler ? Je suis parti un peu en sucette là. Oui, vous pouvez l'acheter parce que finalement c'est cheap. Donc du coup, ici il faut comprendre qu'à ce moment-là, on a décalé une forme de crise. Certes, il y a eu une très grosse correction sur le marché actions, on appelle ça la grosse crise financière globale, etc. Mais qui a payé cette crise au final ? On a demandé aux gens, on a sauvé les banques avec de l'euro en l'occurrence, et je vais ici me placer sur l'euro. Je crois qu'on a imprimé un petit trillion à cette époque-là. Au début, on avait dit on va mettre 100 milliards, et ça a été vu par les marchés comme vraiment ça a prolongé encore plus cette crise-là. Donc Jean-Claude Trichet ici a quand même fait quelque chose qui n'était pas du tout, il a pas eu une réponse forte, voilà, tout de suite, et ça l'a obligé derrière, étant donné que toutes les banques étaient en train de plonger, à faire un plan de sauvetage, à la fois des banques grèces, des banques irlandaises. Il y a eu des nationalisations, c'est-à-dire que vous prenez l'argent des contribuables, vous l'imprimez, donc vous volez par l'inflation et par les taxes à vos propres contribuables pour nationaliser des banques, c'est-à-dire que l'État prend des participations dans des banques qui sont en faillite. Et derrière, c'est comme ça que se construit tout simplement le fait qu'on évite une dette, on ne laisse pas finalement ceux qui se baignaient à poil descendre, et puis on se remet dans un contexte où c'est le contribuable qui paye. Donc derrière, on a eu 7 ou 8 années d'austérité qui ont été imposées par l'euro, c'est-à-dire on essaye de revenir sur les barres de déficit qui sont imposées tout simplement par la zone euro, et puis on oblige la Grèce à avoir un plan, par exemple, on oblige l'Espagne à avoir un plan, c'est-à-dire réduction des dépenses fiscales, fermeture de lits d'hôpitaux, voilà, toutes les choses qui, donc finalement, pour sauver effectivement les déposants, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas les déposants, en tout cas la finance européenne, et bien à ce moment-là, on a bien évidemment imprimé comme des cochons et derrière fait payer, on va dire, les petites gens par de l'inflation et par des taxes, cette non-réaction européenne qui a eu lieu à ce moment-là. Maintenant, pourquoi je pars dans cette réflexion-là ? Parce que en ce moment, je réfléchis beaucoup à me demander si finalement, actuellement, on n'est pas un petit peu dans la même chose, mais à un niveau supérieur. Sous-entendu, je vois pas nécessairement ici une crise sur le marché de l'immobilier dans son ensemble, en tout cas pas aux États-Unis et probablement pas en Europe, parce qu'on a eu un pic démographique dans les années 90 qui fait que, et en plus cette crise a fait qu'on a très peu construit de logements neufs, et du coup finalement on est plutôt en pénurie de logements en ce moment.
qu'on se le dise. Maintenant, il y a eu une bulle pendant le Covid qui a fait qu'on a peut-être relancé justement des constructions de logements en se disant que c'était intéressant, et on a une partie notamment on le voit sur Evergrande par exemple en Chine, et littéralement ce genre de choses où pour le coup pendant cette bulle tout le monde a fait ses calculs en se disant bon on est bien parce que on va faire énormément de profit sur ces constructions là, et que finalement ils se rendent compte que le prix de l'immobilier a droppé de 20%, leur marge était de 10, donc ça vaut même pas le coup de construire puisque vous construisez à perte. Et ça c'est un vrai problème effectivement sur les pays qui ont relancé énormément la construction tout simplement sur les années 2020, 2021, ce genre de choses. Mais ça n'est pas la question ici de ce sujet. La question de ce sujet, c'est de se dire est-ce que finalement, là où l'Europe a acheté en masse ces ETF toxiques sur l'immobilier, ne sachant pas, pensant qu'ils étaient bien notés, alors qu'ils étaient finalement c'était de la dette, c'était de la junk debt, c'était de la dette à mettre à la poubelle, eh bien ce montage financier qui à l'époque d'ailleurs avait été fait par Larry Fink, qui est président de Larry Fink, c'est le roi des ETF. C'est le roi on prend des trucs bien, on prend des trucs moins bien, on en fait un ETF et ça devient un vecteur d'investissement sur un secteur du marché. Là où avant vous aviez vous preniez des actions, maintenant ça se fait sous forme d'ETF tout simplement. Larry Fink à l'époque, c'est lui qui avait fait ce montage-là. Et là où c'est marrant, c'est que suite à la crise, finalement, BlackRock a commencé à acheter énormément d'immobilier. Quand il était cheap, ils ont acheté énormément d'immobilier. Donc première question, est-ce que l'ETF Bitcoin va réellement être une aubaine ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement, ça va pas devenir quelque chose de toxique à un moment ? Et est-ce que pour le coup, BlackRock ne va pas rentrer une fois que ce sera extrêmement bas ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Puisque tout le monde en veut, le moment où tout le monde en veut parce qu'il va y avoir un ETF, il faut se dire, ah, attention, peut-être que y a une manip derrière. Ça, c'est la première chose. Donc, pour moi, important de garder quand même du cash aussi, et notamment sur la partie réellement Bitcoin et pas forcément altcoin. On pourrait avoir un push jusqu'à l'ETF, et finalement, à la sortie de l'ETF, ça pourrait dropper. C'est une possibilité. Ou en tout cas, on pourrait avoir un push jusqu'à l'ETF. Beaucoup de monde qui investit dans cet ETF, ensuite un énorme drop, et là, pour le coup, ça sera le moment de réellement réinvestir rapidement. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à prendre vos profits sur la montée et prendre du cash et le garder de côté. Que ça soit du cash ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est vraiment important ici. Si la news de l'ETF sort et qu'elle est haussière, au moment où elle sort, qu'il n'y a pas un sell de news sur ce moment-là, eh bien, à ce moment-là, sincèrement, j'aurais tendance à vous dire, n'hésitez pas à faire attention quand même. Bref. J'étais là-dessus, j'étais également sur le fait de me dire, est-ce que potentiellement, il n'y a pas une idée là-dedans que également, finalement, la nouvelle toxicité de la dette, elle serait dans la dette américaine et la dette européenne. Aujourd'hui, plus personne ne veut de la dette américaine. Aujourd'hui, c'est pas que plus personne n'en veut, mais c'est que tout le monde sent qu'on est dans une forme de dédollarisation du monde. Donc, c'est pour ça que finalement, les intérêts américains sur la dette augmentent énormément sur les bons à 10 ans, etc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous êtes censé rendre votre dette attractive, c'est-à-dire qu'elle a un bon rendement. Mais le problème, c'est que le service de la dette est trop important, d'accord ? Et donc, du coup, ça risque de poser le problème d'une hyperinflation. Une hyperinflation qui est justement causée tout simplement par une impression monétaire à outrance, de manière à payer les services de votre dette. Cette inflation va de toute façon continuer à vous endetter d'une certaine manière, et donc du coup vous allez vous retrouver dans une zone où finalement les prix seront complètement délirants. Si vous regardez la situation actuelle, vous avez un bloc des matières premières qui est les BRICS, et également de la manufacture, de l'industrie qui est la Chine. Et en face de ça, vous avez de la dette. Pour moi, je le vois comme ça. Et le problème, c'est que les pays qui sont capables de faire de la manufacture et des matières premières ne sont pas tellement endettés. Donc, je pense qu'il y a un edge ici à prendre. Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention si vous avez des supports en euros et des supports en dollars sur les 8-10 prochaines années qui arrivent. Tout simplement parce que si jamais on a, et c'est possible que ça arrive, un supply shock sur le pétrole, un supply shock sur les biens manufacturés,
eh bien à ce moment-là, vous allez rentrer dans quelque chose où vos pays ne sont pas capables de payer le service de leur dette. Leur dette n'intéresse plus ce bloc des matières premières, tout simplement parce que par le passé, vous étiez protégé militairement par ces pays-là, et que désormais vous êtes protégé militairement par d'autres pays, à savoir principalement ici Chine, Russie et Inde, qui ont quand même des armées qui sont considérables. Donc, l'idée, c'est quand même, à un moment donné, le problème, c'est à quel moment je me dis, bon, je suis en cash sur certaines choses. Moi, personnellement, j'ai du cash sur des supports, entre guillemets, en euros, et pour certains en dollars également. Le problème, c'est à quel moment je considère que, effectivement, le rendement, même s'il y a du rendement, c'est la confiance qui n'est plus là. La confiance dans mon débiteur, d'accord ? À quel moment je me dis, écoutez, là, il ne pourra plus payer. Et si j'avais eu ce discours-là en 2008, vous seriez déjà dans ce moment-là. C'est ça le problème. C'est que les gens boursières américaines, finalement, sont de plus en plus choquantes, malgré le fait que, et même au Japon, on a eu un Nikkei qui a très bien performé, alors que le Japon, c'est 250% de leur PIB. Donc vous avez ici une question qui se pose et qui dit, quel est le moment où réellement, presque, j'ai envie de dire, je sors mon cash et je passe risk-on sur, que ça soit Bitcoin, sur éventuellement des ETF qui sont basés sur les pays émergents, par exemple. En tout cas, hedger un portefeuille global, on va dire, que ça soit de l'action ou même de la crypto. À quel moment je prends cette décision de me dire, bah là, il y a une crise de confiance, etc. Quelque chose qui théoriquement peut-être vous faire un petit tic, c'est la dénotation par Fitch de la dette américaine. Cette histoire du plafond de la dette qui finalement n'en finit pas, et qui est reporté désormais à 2025 post-élection. Ça, c'est une première question. La deuxième question également qu'on peut se poser, c'est là, par exemple, si vous étiez dans ce scénario-là, vous comprendrez que vous auriez, c'est pas que vous aurez perdu de l'argent, mais vous seriez fait défoncer par l'inflation. On va se mettre ici sur le S&P, et finalement, vous auriez loupé tout ce mouvement-là, d'accord ? Donc ça, c'est d'une certaine manière un petit peu dommage. Je ne sais pas si ce mouvement-là va continuer. On est peut-être ici en train d'aller chercher une flat, ou même d'aller chercher des plus hauts et de repartir sur une jambe littéralement haussière sur le S&P. Mais il va y avoir nécessairement un moment où la confiance va s'étioler. Et à ce moment-là, il faudra comprendre que ce qui vous paraîtra le plus intéressant, c'est justement d'aller investir dans ces pays-là, parce qu'on vous proposera du 10%, du 20% à l'année sur des taux d'intérêt, ou même en ce moment, on est sur un no-brainer, on est sur un no-brainer en ce moment. Pourquoi ? Parce que vous avez des taux à 10 ans qui vous proposent du 4,23 sans risque, sans rien, sans risquer quoi que ce soit. On vous dit pendant 10 ans je vais te payer du 4,23 et même d'une certaine manière même sur du 2 ans on vous propose du 5, vous comprenez, donc c'est un no-brainer, c'est-à-dire 5%, je reste sûr, l'inflation elle est à 3, ok, c'est pas mal, sans risque, je suis là, je suis hedge, j'attends, mon cash est de côté, etc. Est-ce que finalement on n'est pas à l'aube de ce moment-là, où, justement, on est, vous voyez ici à quel point ça pousse, est-ce qu'on n'est pas finalement à l'aube de ce moment, et quand je dis à l'aube, c'est vraiment pas très loin, de ce moment où la confiance va s'étioler, et la perte de notation des États-Unis en AAA vers AA+, doit peut-être vous faire un petit déclic. Là où vous pensez qu'il est plus intéressant, puisque tout le monde crie à une crise financière, etc., d'être à fond en cash, est-ce que ça n'est pas finalement le moment le plus intéressant pour être positionné plutôt action, pour être positionné plutôt potentiellement même pétrole? En ce moment, on a un baril à 76, peut-être que investir sur... se dire il va y avoir un supply shock sur le pétrole et se dire je vais prendre un petit peu d'ETF autour de l'énergie peut être intéressant. Là on parle pas crypto, pour le coup on parle vraiment d'autres choses. Vous le voyez sur les terres rares, donc tout ce qui est uranium, etc. peut être des investissements intéressants, le lithium, ce genre de choses, platine, métaux précieux, pas mal du tout aussi, quand on va dire le silver, qui est quand même pas très cher non plus en ce moment, enfin il a bien monté là, mais le gold, qui est pas non plus à des niveaux incroyables. Éventuellement, voilà, vous dire,
je sais pas si le cash, je sais pas si mon support en euros ici est quelque chose de si intéressant que ça. Si jamais on vous tourne les yeux avec des rendements à 5% sur la dette US, ça veut dire que on est peut-être au moment où eh bien, on est à l'aube du problème. Maintenant, encore une fois, je vous aurais dit ça. On va ici se mettre en weekly. Je vous aurais dit ça, par exemple, ici en 2007. D'accord, eh bien, vous seriez morflé la crise de 2008 derrière, en tout cas bien derrière, bien plein badin, quoi, on va dire. Ici, je vous aurais dit ça en 2018. Pour le coup, ça aurait été l'inverse, c'est-à-dire que vous auriez eu une très belle jambe haussière. Donc, il faut comprendre ici le contexte et ne pas nécessairement se laisser embarquer en se disant que en ce moment, c'est le cash la position la plus intéressante. Le cash est intéressant, mais quand vous le prêtez à quelqu'un, il faut que cette personne puisse vous le rembourser. Si jamais on avait une crise de confiance de toute façon au niveau des États-Unis pour le fait qu'ils ne payent pas leurs dettes, eh ben, il y aurait tout simplement ici soit une hyperinflation, soit un crash mondial. Un crash mondial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les actions US perdraient du jour au lendemain 50% de leur valeur, un petit peu comme ça avait été le cas en 2008 justement. Désolé, c'était un très long aparté. Et je pense qu'en 2008, on a eu une correction de, oui, ça, 54%. C'est pas du jour au lendemain, vous voyez qu'on commence en octobre et on termine en mars, c'est sur 4 ou 5 mois. Mais voilà ce qui nous pend au nez. Voilà ce qui nous pend au nez. Est-ce qu'il vaut mieux être cash ou pas? À ce moment-là, en fait, il valait mieux rentrer action ici, alors que tout le monde disait c'est la crise de 29, on dégage vers le bas. On a réimprimé à nouveau. Jusqu'où on peut réimprimer, en fait? C'est vraiment ça la question fondamentale. Jusqu'où on peut réimprimer et jusqu'où le peuple, et à mon avis, il faut aussi surveiller énormément tout ce qui est mouvements sociaux, élections, ce genre de choses-là. Le moment où finalement les États-Unis perdront le contrôle sera le moment où ils n'auront plus la possibilité de choisir les présidents du reste du monde. Donc là aussi, il y aura quelque chose d'intéressant à voir au niveau des mouvements sociaux, au niveau de la montée potentielle des populismes, c'est-à-dire par exemple en France, tout ce qui va être Front National, etc., ou même à l'inverse, les partis typés un peu Mélenchon et compagnie. Je dis pas que l'un est bien, l'autre est pas bien, etc. C'est pas du tout la question. Personnellement, je fais vraiment pas du tout de politique. Je vote pour la République de chez moi, donc je me débrouille avec ce que j'ai. Mais l'idée ici, c'est quand même de garder un œil sur tous ces mécanismes-là et potentiellement, même si les actions plongent et que les rendements sur les taux continuent d'augmenter, alors on sait qu'à un moment donné, il va y avoir un switch, ça va recommencer à réimprimer, mais se poser la question également de est-ce que ça serait pas peut-être à un moment donné le moment d'un gros reset où la sphère monétaire revient se mettre en place avec la sphère monétaire et financière, avec la vraie sphère économique. Voilà, quel est le rendement, où est tout simplement la valeur. Et pour moi, c'est vrai que j'ai tendance à prêcher un peu ici assez souvent pour les BRICS, mais pour moi, on a quand même ici pour moi, la valeur, elle est là-bas, quoi. C'est-à-dire, justement, les terres rares, la possibilité de produire quelque chose, d'avoir réellement une vraie production. Oui, vous avez de l'intelligence aux États-Unis. Oui, vous avez de l'intelligence en Europe. Oui, vous avez du service. Vous avez toutes ces choses-là, etc. Mais en face, vous avez une dette qui à un moment donné, ne tiendra plus. Et surtout, quand les autres pays n'en veulent plus. C'est-à-dire que là, on a un mouvement qui est quand même relativement intéressant au niveau mondial, où, depuis 2012, la Chine n'achète plus de dette US, où l'URSS, enfin, les Russes ne vont plus investir puisqu'on leur a bloqué et gelé leur dollar, n'investiront plus jamais dans du dollar, ça c'est une certitude, où les BRICS sont en train de sortir du pétrodollar, etc. Est-ce que finalement la dette n'a pas besoin du pétrodollar pour exister, la dette US, je parle ici, et est-ce qu'on n'est pas ici en train de rentrer dans quelque chose d'autre? Voilà. C'est tout pour moi pour cette vidéo aujourd'hui. Elle était assez longue, mais je pense qu'on a fait facilement une 20-25 minutes sur la dette. Il faut comprendre ici que diminuer la dette veut dire augmenter l'austérité. Augmenter l'austérité, ça veut dire perdre le service public, perdre une partie de l'éducation, perdre une partie de tout ce qui est encore une fois, c'est ce qui s'était passé en 2008, le faire au profit potentiellement de la finance qui elle-même
réenclenche de la dette en plus, d'accord. La dette qu'on a aujourd'hui, elle est due à des banques commerciales, tout simplement. Hein. C'est ici, le système fonctionne comme ça. Donc si jamais on arrêtait de voter pour des anciens de Rothschild, peut-être que quelque chose d'autre pourrait se faire, ou en tout cas, moi je ne suis pas nécessairement pour une socialisation du monde à outrance, entre guillemets, le fait d'aider nécessairement, comment dire... Moi, je suis pour... mais là, du coup, je vais entrer dans des considérations politiques. Moi, je suis pour être fier de mon drapeau. C'est-à-dire, je suis très fier que la France puisse opérer un SDF à cœur ouvert. Je suis très fier que la France propose une éducation, même si elle est un peu en perdition, qui n'est pas trop mal. Et je suis très fier qu'on ait probablement un des meilleurs systèmes de santé d'Europe, même si il est en train de dépérir lui aussi. Maintenant... pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que on puisse ne pas laisser ceux qui en ont réellement besoin sur le côté. Mais il faut réfléchir à ces choses-là au cas par cas. Voilà, quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, quelqu'un qui n'a pas envie de se lever le matin, ne doit pas être payé à rien faire. Sinon, on ne peut pas y arriver. Donc, il y a une forme ici d'équilibre à avoir parce que y a un problème de profit. Si les gens ne donnent pas pour leur pays, à ce moment-là, et quelqu'un qui évite de payer des taxes, par exemple, moi je paye toutes mes taxes rubis sur l'ongle. Je déclare absolument tout ce que je fais. J'ai toujours payé. Et croyez-moi, ça fait mal. Maintenant, je peux dire, aujourd'hui, je peux regarder, entre guillemets, le drapeau français et dire, bah non, moi j'ai jamais triché, moi tout ce que je devais à mon pays, je l'ai donné, par contre, à l'inverse, tout ce que mon pays peut me rendre, bah, je le prendrai. Ça veut dire que je serai toujours, je serai, si jamais il y a une subvention à prendre d'un côté ou de l'autre ou quoi que ce soit, je sais pas, les allocs familiales, tout ça, etc., bah, je ferai la même chose. Tout ce que le pays me doit, je le prendrai, et tout ce que je lui dois, je lui donnerai. Si vraiment, au bout d'un moment, ça me paraît plus du tout plausible, que je ne vois pas là-dedans une forme de cohérence, bah à ce moment-là, je me casserai dans un autre pays, tout simplement. Voilà l'idée. Et bah du coup, la question du jour, question en fin de vidéo que j'aime bien poser et qui est la question du jour, tout simplement. Quel est pour vous un niveau de taxe justement que vous considérez comme tolérable? On va donner ici la zone des entre 30 et 70%, où est-ce que vous pourriez tolérer un niveau de taxe à peu près normal. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Il y avait vraiment, et c'est souvent le cas le dimanche, un gros sujet, c'était plutôt ici une réflexion personnelle que je vous livre, mais voilà, bon ça sera pas toujours comme ça, mais comme on n'a pas de news aujourd'hui, il se passe pas grand-chose, ça me faisait plaisir de faire ce sujet-là éventuellement. Donc la question du jour, rappelez-vous-en, c'est est-ce que finalement la toxicité, par exemple, des ETF qu'on avait sur la crise des subprimes n'est pas en train de devenir petit à petit, à la suite du Covid également et à la suite de toute cette impression monétaire, est-ce que finalement l'ETF toxique du moment, ça n'est pas tout simplement la dette européenne et la dette américaine? Portez-vous bien, à très bientôt, ciao, merci.